Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être un petit voyage, j'espère un peu moins d'une heure pour qu'il y ait du temps pour les questions. Et vous l'avez compris, ce sera autour de l'astronomie. Donc, je m'appelle Maxime Roumazeil, je travaille depuis 2 ans pour le programme Univers, c'est le programme astronomie de l'ONG Objectif Sciences Internationale. Et donc là, on va partir pour un petit voyage en 3 parties. Hop. Alors, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. Une première partie, ça va être un petit voyage dans le temps. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment l'astronomie s'est développée et avec quels outils au cours de l'histoire de l'humanité. Et ça permet de recentrer un petit peu le contexte pour après aborder le propos de la recherche participative et dans quelle mesure aujourd'hui on peut faire de la recherche participative. Ensuite, on verra pourquoi voyager pour l'astronomie, pourquoi et comment. Donc, premier voyage auquel je vous invite de participer, c'est un voyage plutôt contemplatif. Quand on observe, là c'est une partie de la Voie lactée ou un ciel étoilé, sans trop de pollution lumineuse, c'est difficile de ne pas avoir une certaine émotion. C'est quand même quelque chose qui nous touche. Et d'ailleurs, ça touche tout le monde, puisque les oiseaux utilisent les étoiles, les coléoptères utilisent les étoiles pour se déplacer. Et nous aussi, finalement, on regarde le ciel d'une manière contemplative et à des fins de calcul depuis pas mal de temps. Et on va commencer par ça. Donc, il y a des chercheurs qui, à travers les dessins pariétaux, c'est-à-dire sur les parois des grottes, là ici on a des illustrations de dessins de la grotte de Lascaux, c'est à peu près 15 000 ans, il y a 15 000 ans, et de Chauvet, il y a à peu près 35 000 ans. Et ils se sont rendus compte, en faisant des études comparatives avec d'autres grottes en Europe, que certains dessins étaient toujours alignés de la même manière, et ils en ont déduit que c'était certainement des repères astronomiques. Et en regardant comment était le ciel il y a 7000 ans, il y a 20 000 ans, il y a 35 000 ans, ils se sont aperçus que ça correspondait à ce que les gens observaient à ce moment-là. Et puis, ils ont conclu que tous ces dessins étaient mis d'une certaine manière que, très certainement, nos ancêtres qui ont illustré ces grottes tentaient de calculer les équinoxes et les solstices. Donc finalement, déjà il y a 35 000 ans, l'être humain observait les étoiles, se posait des questions, très certainement était émerveillé, encore plus qu'aujourd'hui puisqu'il n'y avait aucune pollution lumineuse, et essayait de faire des calculs pour comprendre des choses. Et tout ça était un peu mélangé. Donc les représentations du monde, la cosmogonie, les calculs, et puis les légendes, les histoires, tout ça était entremêlé. Et c'est resté entremêlé assez longtemps parce qu'il manquait d'instruments pour valider ou invalider des hypothèses. Par exemple, deux modèles ont pu cohabiter pendant au moins 2000 ans sans pouvoir trancher entre l'un et l'autre. C'est-à-dire le géocentrisme et l'héliocentrisme. Le géocentrisme, c'est le fait qu'on pensait que tout tournait autour de la planète Terre, absolument tout. Et de l'autre côté, l'héliocentrisme, c'était de dire que la planète Terre tournait autour du Soleil. Et finalement, depuis 2500 ans, c'est-à-dire 500 ans avant Jésus-Christ, on sait qu'il y a des gens qui se posaient la question, et on sait qu'il y a des gens qui pensaient une chose et d'autres qui pensaient l'autre chose. Et donc on va faire un petit bond dans le temps, et on va arriver en 1610. En 1610, c'est l'époque de Galilée, ce monsieur. Galilée a fait plein de choses, il n'y a pas de problème. Il a surtout fait aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a observé le ciel, il a regardé le ciel, mais à travers une lunette, c'est une sorte de longue vue. Il a observé plein de choses, il a fait des dessins très détaillés de la Lune, ce qui a permis de mieux comprendre comment elle fonctionnait. Et puis il a observé Jupiter. Ça, c'est une expérience qu'on peut tous faire. À l'œil nu, on peut observer Jupiter. Et avec des petites jumelles, on pourra voir ces petits points qu'il y a autour de Jupiter. Et ces petits points, si on les regarde pendant plusieurs heures, on voit qu'ils se déplacent. Et au bout de plusieurs nuits, on se rend bien compte que en fait, ces petits points tournent autour de Jupiter. Et c'est ce qu'a observé Galilée en 1610. Ce qui fait qu'il observe des choses tourner autour de Jupiter. Donc Jupiter a des satellites qui tournent autour de lui. Ce qui fait que, raisonnablement, tout ne tourne pas autour de la planète Terre. Et donc grâce à une petite lunette, il peut apporter un argument observationnel pour valider l'hypothèse de l'héliocentrisme et invalider totalement
l'hypothèse du géocentrisme. Cette approche scientifique permet aussi une sorte de marche assez importante dans notre compréhension du cosmos et dans notre représentation de nous par rapport au cosmos. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas une planète sur laquelle il n'y a que nous qui vivons et on est au sommet de tout et tout tourne autour de nous. On est une espèce sur une planète qui tourne autour d'une étoile et que tous les petits points blancs que nous voyons, ce sont d'autres étoiles. Donc ça agrandit complètement notre vision du cosmos et ça rétrécit un petit peu notre vision de la place qu'on a dans ce cosmos. Une autre étape, on fait un petit bond, on va dans le premier tiers du XXe siècle. Alors là, on va à la rencontre de Edwin Hubble. Edwin Hubble, lui, il va regarder le ciel aussi, mais avec des télescopes encore plus gros. Et puis, il va regarder des choses floues. Depuis quelques centaines d'années, il y a des gens qui observent avec des lunettes, et puis ils ont fait des catalogues avec des petites taches floues qu'on observe. On sait exactement où elles sont toujours au même endroit, mais on ne sait pas ce que c'est. Ces petites taches floues, on appelle ça des nébuleuses. Mais on a du mal à vraiment comprendre de quoi il s'agit. Lui, Edwin Hubble, il va observer ces taches floues avec un télescope puissant, il va se rendre compte que ce sont des espèces de groupements d'étoiles. Et on va appeler ça des galaxies. Donc deuxième étape, on n'est plus dans juste une planète qui tourne autour d'une étoile avec d'autres étoiles autour de nous. Nous sommes sur une planète qui tourne autour d'une étoile. Cette étoile fait partie d'un groupement d'étoiles d'environ 200 à 400 milliards d'étoiles, qui est une galaxie, on l'appelle la Voie lactée. Et dans le cosmos, il y a plein d'autres galaxies. Donc au fur et à mesure de l'avancée de la connaissance, des manières de calculer et de la technique, on comprend mieux le cosmos et puis on comprend mieux que notre place, elle n'est pas si prépondérante que ça. Jusqu'à présent, les observations, c'était des observations directes. Notre œil pouvait comprendre ce qui se passait, notre cerveau pouvait l'interpréter très facilement. Ensuite, au fur et à mesure du temps, on va passer à des choses qu'il est plus difficile de capter avec notre corps. Par exemple, les ondes radio. Les ondes radio, on a inventé plein de choses pour les capter, et puis ici, on voit une sorte d'observatoire, une sorte de télescope. C'est un radiotélescope. Ça se trouvait à Arecibo. Il s'est effondré il n'y a pas longtemps. Arecibo, c'est vers Porto Rico. Et ce grand radiotélescope capte les ondes radio. Au début des années 90, 1990, on est obligé de le maintenir fixe pour maintenance. Et un astronome qui travaillait là-bas, qui s'appelle Alexander Vauxhek, il y a beaucoup de C, beaucoup de Z, se dit, bon bah, il est stable, profitons-en pour observer quelque chose pendant plusieurs mois. Et il observe un pulsar. Bon, un pulsar, c'est une sorte d'étoile un peu en fin de vie, complètement en fin de vie, un vestige d'étoile. Et la caractéristique de cette étoile, c'est qu'elle envoie des ondes radio, tout le temps. Et comme elle tourne sur elle-même, si elle tourne sur elle-même comme ça, elle balaye les ondes radio dans des directions un peu différentes. Et si la planète Terre se trouve à cet endroit-là, quand sa rotation sur elle-même pointe vers notre planète Terre, on capte un signal radio. De manière très régulière. Comme elle tourne de manière très régulière, ce signal de radio est capté de manière très régulière. On appelle ça des pulses. C'est pour ça que ces étoiles-là, on les appelle des pulsars. Et on sait que ces pulses sont extrêmement réguliers. Et lui, il observe un pulsar, et vous voyez ici la courbe qu'il obtient, c'est pas du tout régulier. Il se pose des questions, il essaie d'analyser, et il comprend qu'en fait, cette étoile est déplacée par deux planètes qui sont autour de cette étoile. Ce qui fait qu'en 1992, on trouve la trace, pour la première fois, de planètes qui ne sont pas dans notre système solaire. Donc ça, c'est les premières exoplanètes qui ont été découvertes en 1992 grâce à un radiotélescope. Donc les ondes radio, c'est une chose, mais il existe plein d'autres ondes. Donc là, vous avez un petit peu toutes les ondes qu'on peut détecter, les rayons gamma, les rayons X, qui sont des ondes très énergétiques, les ultraviolets, la partie visible que notre œil est capable de capter, et puis les infrarouges et les ondes radio. En dehors de la partie visible, il nous faut des instruments pour capter ces choses-là. Et on a globalement inventé des instruments pour capter tous ces types d'ondes. Donc on est capable de capter des rayons X, des rayons gamma, etc. Donc ça, c'est une première chose qui nous a permis d'en apprendre beaucoup sur le cosmos. Donc on l'a vu par exemple avec le radiotélescope. Une autre chose qu'on a compris, grâce à M. Doppler et M. Fizeau, c'est que ces ondes-là peuvent être un petit peu manipulées.
quand la source qui produit ces ondes se rapproche de nous, qui captons ces ondes, l'onde va être un petit peu compressée. Donc c'est ce qu'on voit au-dessus, où on voit que plus on se rapproche de la source, plus l'onde est compressée, et quand on s'éloigne, l'onde est distendue. Une expérience qu'on peut faire un peu tous les jours pour expliquer ce phénomène, et qui est assez classique, c'est la sirène de pompier. Quand on entend la sirène de pompier se rapprocher, on entend les choses de manière différente. Et quand on l'entend s'éloigner, on entend de nouveau la sirène de manière différente. L'onde se contracte quand la sirène se rapproche, et elle se distend quand elle s'éloigne. Ce qui fait que si on veut observer par exemple une galaxie qui est très très loin de nous, on sait aussi que l'univers grandit tout le temps. Bon. Donc cette galaxie qu'on veut observer très très loin de nous, elle s'éloigne très très vite de nous. Donc l'image de la galaxie qu'on a vue avec Hubble, on ne va plus pouvoir la voir dans le spectre visible, puisque en s'éloignant de nous très très vite, l'onde va s'étirer. Et en s'étirant, l'onde, donc imaginons qu'ici on est dans le visible, l'onde va s'étirer, elle va devenir plus grande. La longueur d'onde, qui est la longueur entre les deux petites vagues, le haut des deux petites vagues va devenir plus grande. Et donc on va tomber dans l'infrarouge. Et donc une galaxie qui est très très loin, qui s'éloigne très très vite de nous, ne sera plus visible par notre œil, mais par des capteurs infrarouges. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir accès à plein d'autres connaissances, à plein d'autres compréhensions du cosmos. Et comme on veut toujours plus, et on veut toujours voir plus loin et comprendre plus, eh bien on se dit, bon bah très bien, on va essayer d'observer les galaxies les plus loin de nous qu'on puisse observer. Donc on va faire un détecteur infrarouge hyper efficace. Première chose. Deuxième chose, il y a un petit problème, c'est que toute chose qui produit de la chaleur produit des infrarouges. Donc si je veux utiliser mon télescope, il ne faut pas que je me mette à côté. Bon. Tant qu'à faire, j'ai qu'à le mettre dans un endroit hyper froid. Je sais pas, le pôle Nord par exemple. C'est pas hyper pratique, et il fait quand même que moins 40 degrés. Et bien j'ai qu'à le mettre dans l'espace. Comme ça, c'est carrément plus froid. Bon, pourquoi pas. Ensuite, dans l'espace, la planète Terre, elle produit de la chaleur et elle émet aussi des infrarouges. Le Soleil émet aussi des infrarouges. Ce qui fait qu'on va faire en sorte que notre petit télescope, là, on va lui mettre une espèce de parapluie anti-infrarouge, donc un par-infrarouge. Et comme c'est compliqué, il faut qu'on en mette plusieurs. Parfait, très bien. Ce qui fait qu'on va l'orienter de telle manière à ce que la planète Terre soit là et le Soleil aussi soit dans ce sens-là. Comme ça, ce sera toujours le parapluie contre les infrarouges et nos capteurs, ils seront tranquilles. Ils pourront capter des infrarouges hyper précisément, c'est-à-dire hyper loin des galaxies qui font partie des premières galaxies qui ont été formées au cours de l'histoire de l'univers. Bon, si on veut être vraiment efficace, on va faire un gros télescope, on va faire un très très gros miroir, carrément 6 mètres 50 de large. Bon, ok, oui, ça c'est une bonne idée aussi. Et puis après, tout ça, il faut le plier, faire de l'origami, le mettre dans une fusée et le lancer. Bon, est-ce que tous ces défis peuvent être remplis? Réponse, oui. C'est le James Webb Space Telescope qui a été lancé le 1er décembre 2021. Donc là, vous le voyez en salle blanche avant d'être lancé, et vous voyez ces fameux parapluies dont je vous parlais. Tout ça, ça a été plié autour des petits hexagones jaunes qui sont différents miroirs, qui eux aussi sont repliés, et qui, dépliés tous les uns avec les autres, ça fait un miroir de 6,5 mètres. Donc tout ça, c'est plié en origami, dans la tête de la fusée, c'est propulsé, envoyé à un endroit très précis, à 1 million de kilomètres et demi de la Terre. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça a nécessité 13 ans de fabrication, de conception, etc. Pendant la conception, on a découvert les exoplanètes, on s'est dit, bon, on va rajouter des capteurs pour mieux détecter les exoplanètes, leur atmosphère, etc. Donc il y a plusieurs capteurs sur ce télescope. Ça a coûté un peu cher quand même, il faut le dire. Et c'est des cerveaux presque du monde entier qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. Donc c'est quelque chose qui peut impressionner ou laisser dubitatif au choix. En tout cas, la recherche passe par ce genre d'instrument aujourd'hui. Donc c'est un fait, très bien. Nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, est-ce qu'on peut encore participer à la recherche en astronomie, sachant qu'on n'est ni des scientifiques et qu'on n'a pas 10 milliards de dollars dans notre poche? C'est une bonne question, et on va essayer d'y répondre tout de suite. Pour résumer globalement, voilà cette très brève histoire de l'astronomie, où j'ai choisi des étapes un peu arbitraires. Il y a eu des tonnes et des tonnes d'étapes, il y a eu des tonnes de personnages qui ont participé à tout ça. Mais c'était pour comprendre que les instruments n'ont eu de cesse d'évoluer, ce qui nous a permis de nous poser des questions de plus en plus pointues. Et aujourd'hui, on en est à envoyer des télescopes dans l'espace assez loin, avec des questions de recherche telles que quelle est la mécanique des trous noirs? Est-ce que
On peut détecter l'énergie noire que personne ne connaît, que personne ne comprend. C'est quoi la naissance de l'univers? Voilà, des questions de cet ordre-là. Donc nous, de notre côté, en termes de recherche participative, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai décidé de vous montrer un petit aperçu en 3 parties. La première partie, c'est plus anecdotique, mais ça existe, c'est de la transcription. Donc à Harvard, ils ont des ordinateurs très anciens et plein de notes manuscrites, plusieurs centaines d'années de recherche, et ils veulent les rendre publics sur Internet. Et donc ils ont besoin de beaucoup de personnes pour retranscrire toutes ces données sur Internet. Et dedans, il y a des projets qui sont un petit peu légendaires, comme le projet de Henrietta Leavitt. Du coup, c'est une astrophysicienne qui a réuni un groupe de femmes autour d'elle et qui ont fait des études très méticuleuses sur les étoiles et qui ont découvert beaucoup de choses sur les étoiles, comme les étoiles variables, comme la classification des étoiles, des choses comme ça. Et donc, on peut participer à la recherche en mettant toutes ces données-là en ligne pour tous les chercheurs du monde et toutes les personnes du monde. Une autre chose qui se développe incroyablement, c'est la recherche en ligne sur des datas déjà existantes. Donc en fait, les chercheurs maintenant, vous avez vu, ils ont des instruments incroyables, ce qui fait qu'ils ont énormément de données et qu'ils ne peuvent pas tout traiter. Et les algorithmes ne font pas tout non plus. Donc ils ont besoin de citoyens pour pouvoir les aider à interpréter leurs données. Donc il y a des centaines de projets sur la toile. Là, je vous ai mis 3 plateformes un peu principales qui référencient ces projets. Donc Zooniverse, SpaceX et ScienceStarter. Sur ces plateformes, vous pouvez aller voir, il y a plein de choses. C'est des plateformes pour 2 d'entre elles qui sont généralistes, donc on peut faire la science sur les girafes, sur les comètes, etc. Et puis bien sûr, SpaceX est plus spécialisé sur l'espace et la cosmologie. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Disque détective, hop, à cet endroit-là. En fait, on a plein de photos de disques de poussière autour d'étoiles et on va essayer de voir à l'intérieur quels sont les disques qui peuvent abriter des futures planètes. Et tout ça, ça va nous permettre de comprendre comment se forment les planètes au sein des systèmes solaires. Après, par exemple, voilà, c'est toujours des noms un petit peu qui font envie. Black Hole Hunter, là c'est pareil, c'est des photos. Et sur les photos, on a tout un tas d'indications pour nous dire, ok, si vous voyez ça, ça veut dire que peut-être il y a un trou noir. Si vous voyez ça, c'est sûr que non. Si vous voyez ça, c'est sûr que oui. Et nous, on va notifier toutes les photos qu'on voit, et ça va aider les chercheurs à comprendre la formation des trous noirs et leur dynamique. Une autre, par exemple, c'est celle-ci, avec TESS. TESS, c'est un satellite qui a été envoyé récemment et qui étudie les exoplanètes. Et ça a pris beaucoup de données d'étoiles, mais on ne sait pas autour desquelles il y a des exoplanètes qui passent. Donc pareil, il vous explique, voilà, si les données ont telle forme, c'est sûr qu'il n'y a pas d'exoplanète. Si telles données ont ces formes-là, ça veut dire que peut-être il y a une exoplanète. Si les courbes ont cette forme-là, c'est sûr qu'il y a une exoplanète. Et donc, si on participe à ce genre de programme, on peut découvrir une exoplanète. Tomatosphère, c'est un peu à part, mais je l'ai mis quand même. C'est aux États-Unis et au Canada. C'est un groupe qui envoie des graines de tomates sur l'ISS, donc dans l'espace, qui les récupère et qui après les envoie dans les écoles avec un autre groupe de graines qui n'est pas allé dans l'espace. L'école fait pousser les graines de tomates d'un côté, les autres graines qui n'ont pas été dans l'espace de l'autre, avec le même protocole, et après on voit la différence entre les graines qui ont été dans l'espace, comment elles poussent, et les graines qui n'ont pas été dans l'espace, comment elles poussent. Donc ça nous permet de faire de la recherche fondamentale pour voir comment ça se passe la vie dans l'espace, et puis après, peut-être, mais je reste dubitatif, sur planter des tomates sur Mars ou ailleurs. Dernière chose, je vous montre un peu plus en détail, c'est ça. Donc ça veut dire la planète numéro 4, c'est-à-dire Mars. Hop. Voilà. Donc je vous le mets dans un peu plus grand. En fait, on a ce genre de photos. À n'importe quel moment, on peut demander de l'aide. Donc on a des aides, tout est bien expliqué. On peut converser sur des forums avec les chercheurs qui mettent en place ce genre d'études. Et là, l'objectif, c'est que sur une des calottes de Mars, on a envoyé une sonde prendre des photos extrêmement précises de cette calotte, du sol. Et à cet endroit-là, il y a des jets qui sont plus ou moins propagés par des vents. Et la manière dont ils sont propagés, donc là par exemple on voit qu'ils ont été propagés de cette manière-là, va nous donner des indications sur les vents qui existent sur Mars. Et donc surtout à cet endroit-là de Mars. Donc bon, voilà, toujours pareil, mieux comprendre l'atmosphère de Mars, la météorologie de Mars, qui a une atmosphère très ténue. Et donc on nous explique comment faire pour... donc c'est à nous de mettre ces formes-là
sur notre ordinateur, de bien les mettre, qui correspondent bien aux taches noires qu'on voit. Et puis après, on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en fait autant qu'on veut des photos. Et puis des fois, il n'y a rien. Et c'est aussi un résultat en soi. Donc voilà pour faire un rapide aperçu de tout ce qui est possible de faire en recherche participative en ligne depuis son canapé. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi aller sur le terrain. Donc sur le terrain, il y a plusieurs choses. Alors encore une fois, je ne suis pas au courant de tout parce que c'est vraiment des choses qui sont en explosion. Il y a énormément de choses qui se font dans le monde entier. Ça, c'est la technique que nous, on réalise avec le programme Univers. Donc je vais vous la détailler un peu plus. Mais il y en a d'autres. Par exemple, la NASA, elle fait un projet où elle met des plans de radiotélescopes. On fabrique le radiotélescope et après, on pointe Jupiter et on étudie le signal radio de Jupiter. Et si on le fait à plein d'endroits différents, et ben ça donne énormément d'informations sur la planète, de la manière dont c'est dynamique. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas très bien sur Jupiter. Elle est très très grosse, elle tourne très très vite, il y a de forts champs électromagnétiques. Et du coup, bah voilà, ça permet de mieux comprendre comment fonctionne Jupiter. Donc là, nous, ce qu'on utilise, c'est la technique de la photométrie. Donc on utilise un télescope. Sur le télescope, on met un petit capteur, ça peut être un appareil photo ou une caméra. On relie ça à l'ordinateur. On prend des mesures de luminosité d'une étoile. On étudie la luminosité dans le temps. Et donc on obtient ce genre de courbe avec ici la luminosité et ici le temps. Ce qui fait que la luminosité ici, on voit qu'elle augmente. Donc ça nous donne une indication. Et globalement, ce genre d'indication signifie quelque chose. Donc là, on fait en sorte d'être très précis sur la mise en station du télescope, de faire quelque chose de très pointu pour pouvoir prendre des bonnes photos. Il y a tout un tas de processus qui ne sont pas compliqués mais qui sont méthodiques. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et puis après, une fois qu'on a cette courbe, on la poste sur un site, qui est ce site-là, Exoplanet Transit Database. Donc là, on la voit, elle est ici, sur le site internet. Et après, les chercheurs viennent chercher sur cette base pour mieux comprendre comment fonctionnent les exoplanètes. Il existe plusieurs autres bases aussi de données sur les exoplanètes, mais bon, celle-ci, c'est celle qu'on utilise. Et donc le principe, c'est ça, c'est que ici, on a l'étoile. Quand la planète va passer devant, la luminosité de l'étoile qui nous arrive va diminuer. Ensuite, la planète est devant l'étoile. Ensuite, elle ressort de devant l'étoile. La luminosité réaugmente. Et ensuite, elle sort de devant l'étoile. Et puis, la luminosité de l'étoile redevient normale. Donc ça, c'est le principe des transits. Et la technique, c'est la photométrie. Et avec ce type d'études, donc la photométrie, on peut aussi étudier des étoiles qui varient de manière intrinsèque. Il y a des étoiles qui vont avoir des courbes de luminosité qui vont augmenter dans le temps, qui vont diminuer, qui vont réaugmenter de manière plus ou moins régulière. Et tout ça, ça nous apprend beaucoup de choses sur la physique des étoiles. Et ça nous permet aussi d'autres choses. Par exemple, il y a certaines étoiles variables qu'on connaît extrêmement bien, les céphéides. Et elles ont une période qu'on connaît parfaitement. Et donc, quand on détecte une étoile qui a cette période, on sait que c'est une céphéide, donc on connaît parfaitement sa luminosité et toutes ses caractéristiques. Ça a été découvert par justement Henrietta Leavitt, l'astronome dont on peut transcrire les travaux à Harvard. Et une fois qu'on connaît ça, si on trouve une céphéide dans une autre galaxie, eh bien, on remarque qu'elle a cette période, et donc on sait exactement à quelle distance elle est. Et ça nous permet de mesurer la distance qu'il y a entre nous et la galaxie lointaine qu'on observe. Ça marche pour les galaxies qui sont entre un peu loin et un peu plus loin. Pour les galaxies très très loin, on utilisera d'autres méthodes. Mais tout ça pour dire que rien que nous, avec des enfants de 10 à 18 ans, on a accès à ce type de données et à produire ce type de données. Donc finalement, ça veut dire presque tout le monde. Hein. Ça, c'était pour le côté terrain. Donc on a vu un peu comment participer à la recherche en ligne, comment participer en recherche sur le terrain, pour la transcription également. Donc finalement, on se dit, bon, je peux faire des choses en ligne donc depuis mon canapé, sortir un télescope, je peux le faire dans mon jardin, sur mon balcon, sur le parking en bas de chez moi. Donc finalement, pourquoi voyager ? Je vous propose de répondre à cette question. Alors, pourquoi partir voyager pour l'astronomie ? Est-ce que vous avez des idées ? Vous n'avez pas d'idée ? Là-bas, il y a une idée. Par exemple, pour éviter la pollution lumineuse. À Paris, si on prend des données, on va être gêné par la pollution lumineuse. Donc, on peut se décaler un petit peu de la pollution lumineuse. Il y a aussi des événements qui ont lieu à un seul endroit, à un seul moment.
Et si on ne veut pas les rater, il faut voyager pour aller à cet endroit-là. Par exemple les éclipses ou les aurores polaires. Donc ça peut être un événement qui nous fait voyager, ou ça peut être pour obtenir de meilleures conditions. Optimiser l'observation. Donc on l'a dit, il y a la pollution lumineuse. Est-ce que vous avez d'autres idées pour optimiser l'observation? C'est basique, hein. Il n'y a pas de piège, je veux dire. Donc ça peut être la pollution lumineuse. Ça peut être aussi le fait d'être gêné par l'atmosphère. C'est-à-dire que si on est à la hauteur de la mer, si on regarde au-dessus de nous, il y a une grosse couche d'atmosphère. Si on se met à 8000 mètres d'altitude, au-dessus de nous, la couche d'atmosphère est plus petite, fatalement. Et donc, comme l'atmosphère, il y a quand même beaucoup de choses dedans, et ben ça peut gêner l'observation. Ça crée des perturbations. Donc l'idée, ça va être de monter en altitude. Troisième chose, si on habite dans un endroit où il y a 2 jours de beau par an, bon, ça va être compliqué de faire des observations, vu qu'il y a toujours des nuages. Donc la quantité de précipitations et disons la météorologie du lieu va jouer. Et puis, dernière chose, mais plutôt anecdotique, la durée du jour. Il y a des observatoires qui sont en Norvège pour faire des observations qui durent 3 mois sans discontinuité, puisque la nuit dure au moins 3 mois en hiver. Alors, allons voir ce lieu idéal, s'il existe, en termes de pollution lumineuse, ici, en termes de précipitation et en termes d'altitude. Alors, la pollution lumineuse, vous voyez que globalement, l'hémisphère nord, hein, c'est pas facile. Il y a toute cette bande-là qui est très intéressante, ici l'Himalaya, l'Australie, et puis l'Amérique du Sud avec la partie un petit peu montagneuse. Si on regarde maintenant en niveau de précipitation, on remarque qu'il y a vraiment très peu de précipitations ici, en jaune, ici, et sur la petite bande ici. Globalement, c'est les déserts les plus connus. Le désert du Sahara, ici, le désert d'Atacama. Et ensuite, si on regarde l'altitude, quelque chose qui nous vient tout de suite aux yeux, c'est ici l'Himalaya, 8000 mètres, et ici la cordillère des Andes, pareil, quasiment 7000 mètres et quelques. Donc il apparaît qu'il y a un endroit qui semblerait idéal, c'est cet endroit de la cordillère des Andes. En plus de ça, il existe un désert à 4000 mètres d'altitude, tout plat, où il pleut parfois tous les 3 ans. Donc ça remplit toutes les contraintes pour avoir un lieu idéal. Ça s'appelle le désert d'Atacama, et c'est au Chili. Donc dans ce désert-là, il y a une grosse concentration d'observatoires de tous les pays, quasiment, et il y a beaucoup de tourisme lié à ça. Donc il y a des gîtes qui proposent des sorties pour l'astronomie, etc. Et il y a aussi pas mal d'observatoires mi-amateurs, mi-professionnels qui investissent dans des télescopes à cet endroit-là, au Chili, et qui proposent des temps d'observation en ligne. C'est-à-dire que je suis un chercheur, j'habite à Paris, pollution lumineuse, pas ouf, le climat, pas ouf, l'altitude, pas ouf. Et ben, j'achète 3 heures de télescope, bon, c'est entre 400 et 1000 $ l'heure, hein, voilà. Et puis après, il faut savoir se servir de ce télescope en ligne, et du coup, je peux faire des observations au Chili, alors que je suis à Paris. Donc ça, c'est des possibilités qui sont, et ça marche très très fort dans cette partie-là au Chili. Donc ça, ce serait le lieu idéal. Après, il y a aussi beaucoup de tourisme lié à l'astronomie en Mauritanie, à cet endroit-là, et Tanzanie, Kenya, Mozambique. Bon, et puis après, bien sûr, il y en a partout dans le monde, mais là, c'est vraiment des endroits qui ont voulu développer ça. Donc on peut voyager pour trouver le lieu idéal, pour faire des observations, soit juste pour être émerveillé, pour regarder la Voie lactée comme on l'a jamais vu nulle part ailleurs, et ça c'est déjà quelque chose, soit pour faire des superbes photographies d'astronomie, soit pour faire de la recherche. Alors après, la question c'est comment voyager. Là, on ne peut plus trop passer à côté de la question. Prendre l'avion tout le temps, ça a un impact non négligeable sur la vie sur Terre, et donc nous. Et donc on peut avoir 2 choses différentes, hein. Soit on décide de ne pas voyager, bon. Soit on décide de voyager quand même, et là il y a la compensation. Donc avec l'ONG Objectif Sciences Internationales, on met en place une compensation pour tous les voyages. On peut y participer, y contribuer si on le souhaite. Et puis il faut faire aussi attention parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent que planter des arbres c'est bien, mais les planter n'importe comment c'est pire que mieux. Ce qui fait qu'on choisit vraiment très précisément les projets de compensation auxquels on va donner cet argent. Et puis ensuite, finalement, quand on regarde la pollution lumineuse en France, on a quand même de la chance. On n'habite pas en Belgique, voilà, ou au Luxembourg, et on a des zones qui restent préservées, même pas loin de Paris.
Et donc on peut, pour avoir un endroit idéal qui ne sera pas l'endroit idéal du monde entier, mais quand même avec des très bonnes conditions, voyagez pas si loin de chez nous, juste en France. Et donc beaucoup d'observatoires en France, comme Saint-Michel l'Observatoire, à Saint-Véran, sur le pic du Midi, même à Paris, il y a des observatoires ouverts au public. Ce qui fait qu'on peut se rendre dans ces observatoires. Alors parfois il faut payer, parfois il y a des séances gratuites, de manière facile. Après, il y a quelqu'un qui développe quelque chose à Paris qui s'appelle Astro Bivouac, et il propose d'emmener les gens de région parisienne. Ils prennent le train, ils vont à 1 heure de Paris, vers la forêt de Fontainebleau, si je me souviens bien. Ils campent et ils font des observations, du coup, très simples, avec un télescope, des observations visuelles, juste à côté de Paris, finalement, dans des conditions pas si pires que ça. Donc après, je vous ai parlé des télescopes à distance. Puis après, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des séjours pas très loin. Donc là, on a un séjour en Suisse à 2000 mètres d'altitude, avec des conditions qui sont assez bonnes. Et très prochainement, il y aura des séjours dans la Drôme, où de la même manière, vous voyez que les conditions d'observation sont très très bonnes. En parlant de conditions d'observation, je voulais vous parler des réserves de ciel étoilé, qui est mise en place par l'International Dark Sky Association. Ça existe depuis pas mal de temps, mais ça se développe de plus en plus. Et en fait, ils délivrent des labels à des endroits géographiques qui ont su préserver leur ciel. Et le label est délivré si tous les partenaires s'engagent à continuer de préserver le ciel. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a sanctuaire de ciel étoilé, donc là ça veut dire que normalement il n'y a pas d'activité humaine. Il y a réserve de ciel étoilé, il y a parc de ciel étoilé, et il y a aussi zone périurbaine de ciel étoilé. Donc par exemple, dans Paris, il peut y avoir des petits endroits qui sont protégés par une petite forêt, par un petit vallon, où il n'y a pas trop de pollution lumineuse, et on peut postuler pour devenir réserve de ciel étoilé. Et puis il y a des choses qui sont mises en place par les mairies, donc réorienter bien les spots d'éclairage la nuit vers le sol, changer les éclairages de sol, proposer des éclairages qui s'éteignent à partir d'une certaine heure, etc., etc. Et donc finalement en France, on a quand même des réserves étoilées. Donc il y en a une ici, il y en a une dans les Cévennes, et il y en a une dans toute cette partie-là du sud-est, qui s'étend en gros de la Drôme jusqu'aux Alpes-Maritimes. Donc voilà, même en France, on peut voyager pour améliorer les conditions d'observation et pour faire des superbes observations. Donc maintenant qu'on sait ça, hop, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à y aller. Bon, mais on peut être un peu démuni. Donc allons-y, c'est parti. Si on veut préparer une soirée d'observation, diverses et variées, il faut déjà préparer les instruments qu'on veut utiliser. Donc, le premier instrument qui est à notre disposition, le plus simple, ça reste les yeux. On peut juste observer les étoiles, la Voie lactée, les étoiles filantes, avec nos yeux, c'est déjà pas rien. Donc on peut se déplacer un peu pour avoir des bonnes conditions. On peut aussi faire de la science à l'œil nu, sur les étoiles variables, comme je vous expliquais. Il y a tout un petit protocole. Le site internet, c'est AAVSO, et ils expliquent comment faire. Regarder telle étoile, prendre telle étoile en comparaison, celle-ci, 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 et puis regarder bien cette étoile, et puis on va voir que la luminosité diminue, réaugmente, et puis on prend en note, et après on envoie les données sur ce site internet. On peut utiliser des jumelles. Les jumelles, il y a plein de choses qui sont accessibles aux jumelles, je vous montrerai quoi après. Et on peut utiliser soit aussi d'autres instruments comme les télescopes et les lunettes. Donc on prépare son matériel. Ensuite on prépare son terrain. Donc on fait attention qu'il n'y ait pas de danger, une falaise juste à côté, un train qui passe, des choses comme ça. On fait attention à la pollution lumineuse. On fait attention à l'exposition. Voilà. On fait attention à l'exposition, qu'il n'y ait pas des grands arbres qui nous bougent toute la vue et du coup ça nous cache une grande partie du ciel. Ça peut être un peu en hauteur par exemple. Ensuite on prépare la météo. Donc là c'est le site un peu des astronomes. Alors je vous montre de plus près. Ça s'appelle Météo Blue, on peut en utiliser d'autres, mais celui-là, il a de ça d'intéressant que, ici, vous avez le pourcentage de recouvrement des nuages. Ce qui fait que si sur la météo, on voit que c'est nuageux, on se dit, bon, je vais aller voir sur Météo Blue et je vais regarder. Et parfois, il n'y a que 15% de nuages sur, ici, donc nuages, basse altitude, et puis finalement, il n'y a que 15% en basse altitude. Donc 15% de recouvrement de nuages, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses finalement, puisqu'on a tout le reste de disponible. Donc ce site-là est intéressant pour ça. Et puis en plus, on voit si la Lune est là, on voit si les planètes sont là, donc Lune, Vénus, Mercure, Saturne, Pluton. Donc c'est un site qui est quand même réfléchi pour les astronomes. Et ensuite, on peut préparer ce qu'on va observer. Alors là, il y a deux choses. La première chose, on peut s'aider de ce catalogue.
Ce catalogue, c'est le catalogue de Messier. Et Messier, justement, lui, il cherchait des comètes. Et avec sa petite lunette, c'était au XVIIIe siècle, il a trouvé plein de taches floues. On a dit que c'était des nébuleuses, et on ne savait pas ce que c'était. Edwin Hubble, par la suite, a découvert ce que c'était, par exemple, les galaxies. Et donc tout ça, tous ces objets-là, sont accessibles aux jumelles. Donc bien entendu, sont accessibles avec des télescopes. Pour certains, il y en a 2 ou 3 qu'on peut voir à l'œil nu. Mais il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Et oui. Donc pour savoir où est-ce qu'ils sont, on utilise une carte du ciel. Ce que je vous recommande, c'est Stellarium. C'est une carte du ciel, c'est un logiciel, on le télécharge, c'est gratuit, c'est facile. Et après, on peut dessiner les constellations, voir à quelle période on va regarder, dire quelle nuit on veut les regarder. Et du coup, on voit exactement où sont les objets. Et pour se repérer, c'est quand même assez pratique. Ensuite, il faut bien dire quand même que ce qu'on va observer, ça ressemble pas du tout à ce genre de choses. Ça, c'est des photos qui ont été prises avec des appareils photo, des temps de pause très très longs et du traitement d'image. Nous, ce qu'on va observer, ça reste des taches floues. Cependant, sur certaines taches floues, on peut voir des formes, on peut voir des textures, et puis si on regarde ce catalogue, eh ben, on sait ce qu'on regarde. Donc, admettons qu'on regarde cette chose-là, on va la voir très très petite, mais on va voir nettement que c'est une sorte d'anneau de fumée, donc flou, mais ça fait quand même un anneau. Et on sait que c'est les restes d'une étoile qui a explosé à quelques milliers d'années-lumière de chez nous. Donc quand on l'observe, on peut trouver ça assez beau, si on veut. Et puis après, quand on réfléchit à ce que c'est, quand on comprend qu'il y a quelques centaines d'années, on n'avait aucune idée de ce que c'était, que maintenant on sait que c'est une étoile de type solaire qui a explosé il y a quelques milliers d'années et qui reste seulement un nuage de fumée, ça donne quand même un peu plus de saveur, même si on ne voit pas les couleurs. Donc voilà pour les cibles qu'on peut aller observer. Après, on peut observer aussi les planètes, qui ne sont pas là tout le temps. Ça dépend aussi de la saison. On n'observera pas tout ça en hiver, on n'observera que certaines choses. Et déjà, ça nous fait pas mal de bagages. Et puis après, bon, pour la dernière chose, si on utilise un télescope, il faut faire attention à bien le mettre. Donc on va bien le monter, on va bien faire en sorte qu'il soit équilibré avec les poids pour pas abîmer le télescope. On va faire en sorte que les miroirs sont bien alignés. Et puis on va faire en sorte que, comme on a un petit viseur pour s'aider, on va faire en sorte que ce petit viseur soit bien aligné avec le télescope. Et après on sera prêt, on pourra observer. Et si on fait ça, c'est déjà pas mal. Donc on peut observer avec les yeux, on peut observer avec des jumelles, on peut observer avec un télescope. C'est un peu plus compliqué, mais on y arrive vite. Et puis il faut savoir que vous n'êtes pas tout seul. Dans tous les départements et presque toutes les grandes villes, il y a des clubs astronomie. Et vous pouvez y aller et puis apprendre avec eux. Et puis bien sûr, après, vous pouvez venir en séjour à OSI, bien entendu. Donc voilà pour cet aperçu rapide de ce qu'il est possible de faire en sciences aujourd'hui en astronomie, de ce qu'il est possible de faire en recherche participative, et comment, globalement, commencer, et pourquoi se déplacer s'il y a besoin de se déplacer. Un dernier voyage. Je vous propose d'aller observer une photo qu'on a prise avec les jeunes pour faire des tests, et de se rendre compte de assez facilement ce qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est une photo qu'on a prise avec notre matériel, avec environ 1 heure, 1 heure et demie de temps de pause, et puis après qu'on a utilisé avec les jeunes pour voir un peu comment traiter la photo, toutes les étapes. Donc ça, on le voit en ce moment, on peut le voir à l'œil nu, dans la constellation d'Orion. Bien sûr, on ne voit pas les couleurs, bien sûr, on voit pas tout à fait comme ça, on voit une petite tache floue à l'œil nu. Aux jumelles, on voit la forme, cette forme-là, là, qui fait un peu en arc de cercle, avec cette partie ici. Et puis au télescope, on voit la tache un peu mieux, et puis dès qu'on fait des clichés, on voit les couleurs apparaître et toute la texture. Donc finalement, même si ça paraît compliqué, ça reste accessible. Et pour vous donner un exemple, moi mon profil, c'est que j'ai pas fait d'astronomie, j'ai pas de formation en astronomie, je m'y suis intéressé petit à petit, et puis finalement, aujourd'hui, avec des participants de 10 à 18 ans, on est capable de faire de la recherche participative en faisant des courbes de lumière pour détecter des exoplanètes. Donc ça paraît parfois l'astronomie est complètement inaccessible, mais en fait ça ne l'est pas, puisque premièrement il suffit de nos yeux pour déjà s'émerveiller, et ça c'est déjà de l'astronomie. Et puis après on peut augmenter la difficulté au fur et à mesure en prenant des jumelles, c'est ce que j'ai fait, je me suis amusé avec des jumelles à trouver les constellations, trouver les objets, et puis après un petit télescope, et puis après un télescope un peu plus important, ou alors se faire prêter des télescopes, ce que j'ai fait aussi, comme ça j'ai pas eu à donner trop d'argent. Mais en tout cas, ça reste accessible, et du moment qu'on observe le ciel et qu'on s'émerveille,
on est astronome, je dirais. Voilà, merci pour votre attention. Et du coup, il nous reste un petit créneau si vous avez des questions. C'est les vraies couleurs. Donc globalement, le rouge, ça correspond à l'hydrogène, et le bleu-vert, ça correspondrait à de l'oxygène. Donc c'est une immense nébuleuse à l'intérieur de laquelle sont en train de naître des étoiles. La nébuleuse d'Orion. Yes, alors du coup, je crois qu'il faut le micro. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille là, de ce qu'on est en train d'observer? Oui, oui, oui. Alors je ne connais pas tout par cœur, mais alors dans le ciel, donc, la taille apparente, c'est 2 à 3 pleines lunes dans le ciel. Sauf que c'est à plusieurs milliers d'années-lumière. Et donc ça, la taille, c'est, oui, c'est ça, c'est entre 1000 et 2000 années-lumière, la taille. Je ne l'ai plus par cœur, mais c'est pour se donner une idée. Voilà. Sachant qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Voilà. Donc ça, c'est des approximations, mais c'est pour avoir une idée. Merci beaucoup, hein, c'est assez pédagogique et tout. Après, moi, j'ai un de mes enfants qui est très intéressé par l'astronomie. Et vu que c'est assez complexe, et comme vous le dites, hein, des fois, il faut un petit truc pour pouvoir partir euh, et faire de grandes choses. Donc, comment on fait pour que l'enfant continue à vouloir, à le motiver sur ses passions et tout ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas accessible, je dirais, Oui. facilement, malgré qu'on peut avoir comment ça s'appelle le truc que tu avais? Je sais plus. Tu peux avoir le matériel, Oui. mais il faut pouvoir avoir quelqu'un ou un club pour pouvoir vraiment continuer à vouloir tester et faire les choses. Donc, comment vraiment motiver oui. Eh bien, donc il y a cette histoire de club astronomique, il y a quand même proche de toutes les grandes villes. Bon, il y a plein de choses sur Internet pour apprendre, mais c'est pas le plus facile quand même. Et puis après, il y a des organismes qui organisent des formations, 1, 2, 3 étoiles. C'est l'Association française d'astronomie. Donc on passe, le premier c'est l'ourson, je crois. Et après c'est la première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. Et puis on apprend à regarder les constellations, utiliser le télescope, etc. Et puis après, sur les séjours qu'on fait, donc on a les 2 challenges. Le premier challenge, c'est faire de la recherche. C'est un peu technique. Le deuxième challenge, c'est que les jeunes comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et voilà, donc ça fait 2 ans que je suis sur le programme. On commence à vraiment bien avoir des bonnes méthodes. On a une super équipe au niveau pédagogique. Et donc globalement, les jeunes comprennent bien ce qu'on fait. Et ils repartent en... Une semaine, c'est très court. Hein, mais globalement, ils repartent avec beaucoup plus de choses que quand ils sont arrivés. Et puis après, vous voyez, c'est ça, c'est avec les clubs astronomie, rencontrer des gens, pas rester tout seul parce que sinon c'est frustrant. Très bien. Il y a Anthony. Encore. Est-ce qu'avec vos jeunes, vous avez déjà découvert quelque chose improbable ou un truc extraordinaire ou jamais pour l'instant? Ouais, alors du coup, l'astronomie amateur, ça explose en ce moment parce que ça devient de plus en plus accessible. Il y a des logiciels qui facilitent, le matériel devient accessible financièrement. Et puis, il y a beaucoup d'argent qui part pour la recherche. Donc, découvrir quelque chose, c'est possible, mais c'est peu probable. Surtout qu'on fait ça pas si longtemps que ça dans l'année finalement. Donc si on avait vraiment une méthode de recherche, etc., tout observé, peut-être qu'on pourrait découvrir quelque chose, mais aujourd'hui, non, on n'a pas découvert vraiment quelque chose. On participe à la recherche, mais on n'a pas découvert quelque chose. Mais après, pour donner un exemple qui va là-dedans, quand on observe une étoile pour une exoplanète, le logiciel, on lui dit, ok, regarde cette étoile, et puis regarde si sa luminosité varie. Donc il se focalise là-dessus. Une fois qu'on a fait tout ça, on se dit, bon, bah, est-ce que dans le champ qu'on a pris en photo pendant 3 heures, est-ce qu'il y a une autre étoile qui a varié? Est-ce que du coup on pourrait découvrir quelque chose? Et systématiquement on trouve une autre étoile qui a varié, et du coup on va vérifier dans les catalogues, ah oui c'est une étoile variable déjà connue, mais du coup on peut aussi poster la courbe de l'étoile variable pour enrichir la connaissance de cette étoile variable. Et puis bon bah peut-être que comme ça un jour on trouvera une étoile qui varie et elle n'est pas répertoriée. Est-ce que
Est-ce que vous avez déjà vu une supernova? Grande question. Alors, du coup, si on en cherche, on peut en voir, des très 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 loin, mais je n'ai pas encore fait ça. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Allez. Est-ce que, en dehors de l'aspect, on pourrait dire statique, enfin voir des étoiles, etc., l'astronomie pourrait contribuer à détecter avec des ondes, enfin que ce soit de l'onde radio, visuelle, je ne sais pas comment dire, des intentions, c'est-à-dire justement des choses qui viendraient, on va dire, d'extraterrestres, quoi. Oui, bah, y a plein de programmes qui cherchent à faire ça, surtout radio, parce que c'est, je dirais, le plus facile, et puis le plus probable qu'il y ait des gens qui émettent des ondes radio ailleurs. Nous, est-ce qu'on serait capable de faire ça avec notre télescope? Je vois pas trop comment. Mais en tout cas, là, oui, il y a une partie de l'astronomie qui recherche les signaux de civilisation extérieure. Parce que finalement, vous l'avez compris, hein, on est parti il y a très longtemps d'une vision où on se croyait seul sur la planète Terre dans l'univers et que tout tournait autour de nous, à maintenant se dire, ok, on tourne autour d'une étoile. Dans notre galaxie, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Autour de chacune de ces étoiles, il y a au moins une planète qui tourne. Des galaxies, il y en a entre 200 et 400 milliards dans l'univers. Bon, les probabilités qu'il se passe des choses sur d'autres planètes sont pas nulles. Et donc forcément, on se pose la question et forcément, on essaie de détecter des signaux qui viendraient d'ailleurs. Ben, c'est difficile, hein, entre des fuites de la NASA qui ne sont pas vraiment des fuites, des mauvaises interprétations. Donc il y a plein de programmes qui sont là-dessus. Et récemment, la NASA se ressaisit du dossier, surtout des ovnis ou des choses comme ça. Et en France aussi, on se ressaisit du dossier parce qu'il y a de plus en plus de témoignages. Et donc après, il faut toujours aller gratouiller pour voir dans quelle mesure les témoignages... c'est peut-être un bout de satellite qui s'est décomposé dans l'atmosphère. C'est beaucoup là, en ce moment, des gens qui ne comprennent pas les lancers de Starlink. Ça fait des lignes d'une cinquantaine, soixantaine de points lumineux, hyper alignés, hyper stressants. Moi, je déteste voir ça. Et du coup, les gens se posent des questions, forcément. Et il y a tout plein de concepts, des calculs qui sont faits sur la probabilité de trouver une autre vie. Voilà. Donc, On observe des étoiles en astronomie, mais est-ce qu'on peut aussi observer avec un télescope, par exemple, le travail qu'il y a autour de l'atmosphère, des capsules, Ah oui. ça se voit bien ou... Complètement. Eh bien, c'est un gros challenge, puisque là, on va être gêné par une chose en regardant le ciel un peu loin, c'est-à-dire les autres étoiles ou ce genre de nébuleuse. On va être gêné par la rotation de la Terre. Donc c'est rapide, c'est plusieurs centaines de kilomètres heure, mais bon, ça reste pas trop rapide. Quand on veut regarder par exemple la station internationale ou le télescope Hubble, eux ils vont extrêmement vite, donc ça veut dire qu'il faut bouger le télescope en même temps hyper vite. Donc des fois on s'amuse à le faire, il y en a un qui vise, qui suit, il faut déjà bien maîtriser le télescope, et puis il y en a un qui regarde. On peut s'amuser à faire ça. Bon, voilà, c'est un jeu. Est-ce qu'il y a des logiciels qui reprennent ce qu'on connaît exactement aujourd'hui du ciel, c'est-à-dire toutes les galaxies, toutes les planètes, la galaxie, les étoiles, et intègrent vraiment des vraies photos qui ont été prises par les télescopes, et ce qui permettrait d'aider voilà, à la découverte? Oui, et bien justement le logiciel dont je parlais, Stellarium, qui est un logiciel de carte du ciel en temps réel. On peut avancer le temps, reculer le temps. Donc, ça nous donne déjà une idée. Et puis dedans, il y a toutes les planètes de notre système solaire. Il y a beaucoup d'étoiles. On peut zoomer sur les étoiles. Et il y a aussi beaucoup de ces objets-là qui ont été pris en photo qui sont intégrés dedans. Et donc on peut zoomer dessus pour aller voir à quoi ils ressemblent. Et puis après, on peut aussi rajouter plein d'autres choses. On peut rajouter plein d'exoplanètes. Donc c'est des petits rajouts qu'on fait depuis Internet. Et ce qui fait que Stellarium, c'est super bien pour ça. Et ça respecte les échelles? Euh, Est-ce que ça respecte les échelles? Je dirais que oui quand même.
Il y a un effort pour ça. C'est hyper difficile, hein. Mais oui, ça respecte les échelles. Des échelles relatives, hein, par rapport à ce que nous, on peut observer. Oui, c'est bon? Ok. Cool, bah merci à tous. Puis à bientôt sous les étoiles, quoi.